Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de livres graphiques, pour parler de BD, pour parler de manga. Et je vais faire comme une petite rétrospective des lectures graphiques que j'ai préférées pendant l'année 2023 puisque l'année touche à sa fin et je trouve ça sympa de la finir en images et de la finir en couleurs. On n'a pas besoin d'épiloguer 50 ans, on est parti avec le premier livre. Alors pour commencer en beauté, je vais vous parler d'une BD engagée et on va parler de Wake, l'histoire cachée des femmes meneuses de révolte d'esclaves, qui a été écrite par Rebecca Hall et illustrée par Hugo Martinez aux éditions Cambourakis. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Rebecca Hall est une avocate, une militante et une historienne. Elle travaille sur des sujets comme l'histoire de la race, du droit, de la résistance, mais elle va aussi nous parler de féminisme, et notamment un féminisme qui s'inscrit dans une perspective intersectionnelle. Et en fait, dans ce livre-là, je trouve qu'on retrouve une trace de tout son parcours, puisqu'on va pouvoir suivre en images tout son travail de recherche pour réussir à retracer la place qu'ont eu les femmes dans les révoltes d'esclaves. On va la voir remonter la piste de vieilles archives, de vieilles histoires judiciaires, et on va aussi la voir se heurter à un refus de certains pays d'assumer leurs responsabilités dans le commerce d'esclaves et dans la traite. Et en fait, à travers tout son parcours, on va aussi découvrir le vécu de femmes, on va aussi découvrir toutes les découvertes qu'elle peut faire, et on va surtout découvrir une histoire qui est assez méconnue et qui a été même cachée pendant des années. Dans ce livre-là, on a donc un récit à double temporalité, et en fait ces récits vont s'entremêler pour comprendre comment cet héritage douloureux, comment cet héritage colonial peut résonner encore aujourd'hui dans le parcours et le vécu de femmes, d'hommes noirs. En fait, on est au cœur d'un livre intersectionnel qui essaye de comprendre comment la race et le genre étudiés ensemble peuvent permettre d'appréhender une nouvelle manière de comprendre l'histoire des révoltes d'esclaves. Ce récit, il est mis en lumière par des dessins en noir et blanc, et ces dessins, en fait, ils vont jouer sur le contraste pour pouvoir permettre d'expliciter les expressions faciales, d'expliciter les changements de point de vue, les ambiances qui sont assez particulières selon les époques. D'ailleurs, l'illustrateur Hugo Martinez, c'est un illustrateur indépendant qui a l'habitude de retranscrire des récits de lutte, et je pense que son style est vraiment adapté à ce type de récit. Moi, honnêtement, j'ai adoré ce livre pour ce qu'il nous apprend sur le processus de recherche, pour ce qu'il nous apprend sur l'héritage colonial de tous les pays, et surtout pour ce qu'il nous apprend sur le parcours de certaines personnes qui ne cessent d'être invisibilisées, que ce soit par leur genre, que ce soit par leur race, voire même, dans ce cas-là, les deux. On en a fini pour Wake. Allez découvrir la BD, n'hésitez pas, et on passe tout de suite à la suite. Pour le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, on change complètement de registre puisque je vais vous présenter un livre entre la BD et le manga. Et je vais vous parler de Le ciel pour conquête qui a été écrit et illustré par Yudori. Avec ce livre, on est à mi-chemin sur un format entre la BD et le manga. En fait, on va retrouver le format d'une BD mais avec des traits qui se rapprochent vraiment fort du manga, surtout par rapport à la physionomie des personnages. D'ailleurs, ça peut être un très bon entre-deux pour les personnes qui aiment déjà la BD et qui essayent de s'essayer au manga, voire même l'inverse. Pour l'histoire qu'on nous raconte, on se place dans la bonne société hollandaise du XVIe siècle. Et on va suivre l'histoire d'Amélie, une femme qui est un poil rebelle pour l'époque. Alors à première vue, je veux bien vous l'accorder, le XVIe siècle en Hollande, c'est peut-être pas quelque chose qui va passionner tout le monde, mais attendez la suite, puisque dans ce livre, on va suivre Amélie, qui est une jeune femme qui vient de se marier, et j'avoue que je me rappelle plus trop le nom de son mari, mais on s'en fout parce que c'est un con de manière générale. Et en fait, on s'en rend très vite compte quand il ramène d'un de ses fameux voyages d'affaires une esclave pour assouvir ses désirs sexuels. Et justement, ce que je trouve assez génial dans ce livre, c'est que cette esclave qui s'appelle Sahara, eh ben en fait, elle va devenir très très copine avec Amélie, et elles vont en quelque sorte se lier ensemble, et on va voir cette relation évoluer tout au long du livre. Au début, on va pas se mentir, elles peuvent pas trop se voir, elles ont rien à voir en commun, mais petit à petit, en fait, elles commencent à se lier autour d'un projet commun qui est celui de la création de ballons qui va flotter dans les airs. Donc on est vraiment aux prémices des montgolfières. Alors pour autant, on se retrouve vraiment face à une histoire fictive, mais j'ai trouvé ça super de prêter à ces deux femmes qui en avaient marre de leurs conditions la création des montgolfières et la création de toute l'ingénierie qu'il y a derrière. Je trouve qu'on est quand même face à un récit qui va vraiment rester en tête longtemps après la lecture. Après, il faut pas oublier que ce récit-là, il se place dans une société qui n'a plus rien à voir avec la nôtre et plus rien à voir avec les mœurs de la nôtre. Et il faut pas oublier qu'on va se confronter à un texte qui aborde des sujets qui sont assez compliqués aujourd'hui, donc c'est à mettre entre les mains d'un public averti,
puisqu'on va explorer des notions comme le viol ou la traite d'esclaves. C'est des thématiques qui sont abordées frontalement et qui sont même mises en dessin, donc encore plus explicites. Pour ma part, j'ai trouvé cette lecture hyper poignante. Alors oui, on voit des fesses dedans, donc c'est pour un public averti, mais ça n'empêche pas de passer un moment de lecture qui est assez prenant et de garder ce texte qui va rester en tête pendant très longtemps. On en a fini pour Le ciel pour conquête de Yudori. Alors pour la suite, j'avais très envie de présenter un manga et je vais vous présenter une saga complète puisqu'on m'a parlé des Carnets de l'apothicaire. C'est une série de mangas qui a été écrite par Itsuki Nanao et dessinée par Courage Neko. Alors là, j'ai que le premier tome, mais je vais vous en montrer quelques autres parce que rien que les couvertures sont très sympas. Par exemple, ce type-là et ce type-là. Alors, je vous avoue que cette série, elle est géniale. Moi, je l'ai dévorée. Dans cette série, pour l'instant, il y a 12 tomes, si je ne me trompe pas, et ils continuent d'arriver en France puisqu'ils sont traduits immédiatement après leur publication au Japon. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Mao Mao, qui a une vie un poil compliquée, on va pas se mentir. En fait, à 17 ans à peine, elle est née et elle a passé toute son enfance dans une maison close du quartier des plaisirs au Japon. Elle a été élevée par un apothicaire, et elle a fini enlevée, séquestrée et vendue au palais impérial pour servir de servante. Ce qui est cool, c'est qu'elle a plein de ressources, elle connaît les plantes, elle connaît les gens, elle connaît les relations. Elle a notamment passé son enfance à tester sur elle-même des poisons et des antidotes. On va dire qu'elle a quand même pu développer une certaine résistance. Et j'avoue que j'ai connu plus serein comme jeunesse, mais bon, à cette époque-là, les psys n'existaient pas. Enfin bref, tout ça pour dire que dans cette série, on est propulsé dans la cour impériale et qu'on est aux premières loges pour découvrir tous les petits complots qui s'y déroulent. Et dans cette histoire, Mao Mao, elle se place presque comme un petit Sherlock Holmes qui a un petit goût prononcé pour les herbes toxiques. Voilà. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que la petite Mao Mao, elle est ni fragile, ni naïve, elle tombe pas forcément amoureuse de n'importe qui, puisqu'elle tombe pas du tout amoureuse, elle se fiche un petit peu de cet aspect-là, qui est souvent développé dans les mangas. Et j'avoue que ça fait du bien d'avoir une héroïne comme elle. Enfin bref, je pense vraiment que vous allez adorer la suivre dans toutes ces petites intrigues, qu'elles soient la suite de l'intrigue principale ou que ce soit des petites intrigues secondaires qui pop-up un peu n'importe où dans chaque tome. C'est vraiment un manga qui est complexe dans le fond de l'histoire, dans la forme, qui est développé, qui développe ses personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, et qui ne se suffit pas d'une intrigue un petit peu gnangnan pour plaire à un public prédéfini. Je trouve vraiment que ce manga, il peut s'adresser à tout le monde. En plus de ça, on apprend plein de choses sur les plantes, sur la médecine ancestrale, même si aujourd'hui, je pense que toutes ces petites astuces peuvent être remplacées par un bon vieux Doliprane des familles. Enfin bref, allez découvrir la série et on passe à la suite. Alors pour continuer, je vais vous parler de Médée de Nancy Pénat et Blandine Lecaillé aux éditions Casterman. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Médée, une sorcière, manipulatrice, un serpent, infanticide, tout ce qu'on peut trouver à dire sur elle. Et cette BD, elle va pas nous dire le contraire fondamentalement. Par contre, elle va nous dire les choses autrement et elle va nous pousser à nous interroger sur le pourquoi du comment et le pourquoi cette femme en vient à tuer ses enfants, de pourquoi elle est considérée comme une sorcière, pourquoi elle est considérée comme une manipulatrice. Et c'est cette petite nuance qui est très intéressante selon moi. On voit depuis pas mal de temps passer des réécritures de mythes, comme avec Madeleine Miller, Le Chant d'Achille, Circé, ou même avec l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Et ce que je trouve super sympa dans ces petites réécritures, c'est qu'on aborde souvent les mythes et légendes à travers des prismes qui vont être soit LGBT, soit féministes. Et j'avoue que même si ça colle pas forcément aux mythes originaux, on trouve quand même une manière de présenter et d'aborder ces mythes, on reste sur des réécritures, mais de présenter et d'aborder ces mythes à travers des sujets qui vont être modernes et à travers des préoccupations qui vont être modernes. Et dans cette BD-là, c'est ce qui se passe, puisqu'on s'attaque au mythe de Médée, et que au lieu de la montrer comme un serpent vicieux et un monstre de cruauté, on va essayer de l'entrevoir comme une femme libre, comme une femme savante, et évidemment criminelle, puisque c'est ce qui s'est passé, bien qu'on essaye de remonter aux sources du pourquoi du comment. L'idée, c'est pas de coller au mythe original. Je le répète, on est sur une réécriture, donc c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas une retranscription historique du récit de base, mais bien une interprétation de ce récit-là. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette BD-là, c'est qu'on réutilise le mythe de Médée, mais cette fois-ci, on va la faire parler elle-même de son parcours, on va la faire parler elle-même de sa vie, de son vécu, et on va pas utiliser le récit d'autres personnages qui sont souvent masculins
pour parler de sa propre histoire. En fait, on va essayer de comprendre comment elle a pu s'égarer au point de tuer ses 2 enfants. On va essayer de comprendre comment et pourquoi elle a réussi à résister à la tyrannie d'un monde d'hommes qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la restreindre à sa condition de femme. C'est évident qu'un récit comme ça va prendre des libertés par rapport à l'histoire originale. Pour ce récit-là, c'est pas plus mal. On est sur l'histoire d'une femme qui est écrite par une femme et qui est mise en dessin par une autre femme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Médée de Nancy Pénat et Blandine Lecaillé, une énorme BD qui a des graphiques vraiment très très beaux pour mettre en lumière ce beau personnage de la mythologie. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette vidéo, puisqu'en avant-dernière position, je vais vous présenter Ne m'oublie pas, qui a été écrit et illustré par Alix Garin et qui est publié aux éditions du Lombard. Bon, là, c'est le moment émotion. C'est le moment où on va parler de relations familiales, c'est le moment où on va tous y aller parce qu'on va parler des mamies, parce qu'on va parler de la difficulté à gérer le deuil, à gérer la maladie. Et j'avoue que ce livre, c'est le bon mix pour lâcher sa petite larmichette. Dans ce livre, on va suivre Clémence, qui ne supporte plus de voir sa grand-mère bourrée de médicaments pour contenir sa maladie dans la maison de retraite où elle séjourne. Cette petite mamie, elle souffre de la maladie d'Alzheimer et évidemment c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer et c'est quelque chose qui est souvent contrebalancé par une surdose de médicaments qui rend les personnes malades un petit peu amorphes. Et dans un moment de folie, Clémence va décider de kidnapper sa propre grand-mère pour l'emmener faire un road trip à la recherche de la maison de son enfance. Elle espère un petit peu que cette escapade puisse raviver les souvenirs de sa grand-mère et qu'elle soit un petit peu moins confuse et qu'elle puisse montrer au personnel soignant qu'il ne suffit pas de médicaments pour contenir cette maladie. Et moi, j'ai adoré cette histoire elle est belle, cette histoire elle est douce, cette histoire elle est aussi dure, elle est aussi triste, mais je pense qu'elle peut résonner vraiment avec beaucoup de monde et beaucoup de vécus et beaucoup de situations assez similaires. On se rend compte aussi dans ce livre que la maladie, elle va petit à petit grignoter l'autonomie des personnes malades, qu'elle peut les désorienter, qu'elle peut modifier leur comportement, mais ce livre il nous apprend surtout que ça veut pas dire que c'est la fin du monde et ça veut pas dire que les relations s'arrêtent. Je vous avoue que moi, ce livre, il m'a complètement déchiré le cœur. Et pourtant, je garde quand même un super bon sentiment après la lecture, et même si je l'ai lu il y a un moment, il me reste en tête. En fait, j'ai trouvé ça super beau qu'on nous montre la vieillesse autrement que juste à travers des personnes qui sont malades, qui sont dans un lit et qui sont complètement passives. Là, pour le coup, on retrouvait toute la naïveté, on retrouvait une part d'enfance aussi qui avait peut-être été oubliée. Et j'ai trouvé ça cool de nous montrer une personne telle que cette petite mamie, autrement que comme une vieille dame ou comme une dame malade. Enfin bref, allez découvrir Ne m'oublie pas d'Alix Garin et allez rendre rendez-vous à vos grands-parents. On arrive à la fin et cette dernière petite bande dessinée, elle vaut le coup. Je vais vous présenter Les Yeux d'Or de Lucie Quéméner aux éditions Delcourt. D'ailleurs, cette bande dessinée, elle est inspirée d'un livre qui porte le même nom et qui a été écrit par Marie Desplanchen. Je l'ai pas lu, mais d'ailleurs, ça m'a donné très envie de le découvrir. Dans ce livre, déjà, le postulat de base est super cool puisqu'on va suivre Edmé, qui est opticienne astronome et qui est passionnée par les étoiles. Cette jeune Edmé qui vient de travailler dans un centre d'astronomie va rencontrer Violette, qui est un petit peu la fille de son boss, et qu'elle va se retrouver à devoir garder, puisque évidemment le daron n'est pas capable de garder sa gamine et d'avoir une relation avec elle. Et c'est comme ça qu'elles vont nouer une relation toutes les deux. Dans cette histoire, on va parler de beaucoup de choses. Au premier plan, on a les relations familiales, et en fait on va suivre la difficulté avec laquelle Violette et son père communiquent, et en fait n'arrivent pas à communiquer, n'arrivent pas à se comprendre. Et c'est une période qui est assez compliquée, elle est dans la jeunesse-adolescence, et lui il est très pris par son travail, donc on a le combo gagnant pour que les liens se délient très vite. Violette, qui on comprend a perdu sa mère, va très vite en fait retrouver chez Edmé la reconnaissance et le lien dont elle a besoin pour grandir et s'épanouir. Et ensemble, en fait, elles vont créer une vraie relation et elles vont partager plein de passions, et notamment, comme on l'a dit au début, la passion pour les étoiles, mais aussi, comme vous verrez, et c'est un peu plus sorti du contexte, une passion pour le jardinage. On a d'ailleurs des planches qui vont vraiment avec cette description de la nature et surtout cette description du cosmos, puisque je trouve que le style graphique est vraiment adapté à ce type de récit. Et là où je trouve que cette histoire elle est super touchante, c'est que la petite fille, donc Violette,
elle va s'efforcer tout au long de l'histoire de tisser du lien avec toutes les personnes qu'elle peut rencontrer, donc qu'elles soient présentes ou non dans sa vie, qu'elles soient d'ailleurs vivantes ou mortes en parlant de sa mère. Ce livre il est super pour conclure parce qu'il nous raconte quand même que dans les relations rien n'est jamais perdu, qu'il faut s'efforcer d'entretenir cette relation et que rien n'est donné, rien n'est acquis. On va terminer là-dessus pour Les Yeux d'Or de Lucie Kimener. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller lire ce livre. On va terminer là-dessus, je pense, puisqu'on a réussi à trouver un petit peu de tout. On a des livres qui abordent des relations familiales, de la mythologie grecque. On a même des livres qui vont nous faire lâcher une petite larme. Et ce que je trouve très cool dans cette sélection, c'est que je pense que vraiment chacun des livres peut nous en apprendre plus sur des sujets qui vont être très précis, comme le jardinage, comme l'astronomie ou comme la médecine ancestrale. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à la prochaine.